Ce n'est pas parce qu'une personne malfaisante croise votre chemin que c'est par hasard. Jamais. Carl Jung l'a compris depuis longtemps. Nous choisissons les personnes qui nous blessent, sans jamais savoir pourquoi. Réfléchissez-y un instant. Repensez au passé. Replongez-vous dans ces relations, ces amitiés. Revenez à cette première rencontre. Qu'avez-vous ressenti à l'apparition de cette personne? Très probablement, une forte attirance, un sentiment difficile à expliquer, mais bien réel. Peut-être avez-vous pensé, enfin, quelqu'un qui me comprend. Peut-être vous sentiez-vous simplement à l'aise en sa présence, comme si vous étiez vous-même. Peut-être même ne pouviez-vous pas décrire ce que vous ressentiez. Vous le saviez, c'est tout. Cette personne était spéciale. Puis quelque chose a changé, lentement ou soudainement. Et vous vous êtes retrouvé au point de départ. Vous preniez à nouveau vos distances avec quelqu'un. De nouveau ce poids familier, de nouveau cette déception, de nouveau cette même question qui vous taraudait. Pourquoi toujours moi? Si cela nous arrivait une fois, on parlerait de coïncidence. 2 fois, de malchance. Mais si nous revivons sans cesse la même histoire à différentes périodes de notre vie, avec des visages différents, des personnes différentes, alors il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Car ici, il ne suffit plus de chercher les défauts chez l'autre. La plupart d'entre nous, à ce stade, se tournent vers l'extérieur. On se dit, les gens qui m'entourent sont problématiques. Les hommes finissent toujours comme ça. On ne peut pas faire confiance aux femmes. La bonne personne n'existe pas. Un vaste espace pour nous dédouaner. Et cet espace est parfois très réconfortant. Car si le problème vient d'eux, cela signifie que nous n'avons pas besoin de changer. Mais il y a une voix en vous, n'est-ce pas? Parfois, cette voix se réveille au milieu de la nuit. Parfois lors d'une longue période de solitude, parfois au cœur d'une déception familière. Pourquoi est-ce que je choisis ces personnes? Est-ce moi qui perpétue ce cycle? Cette question ouvre la porte à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la souffrance qui nous amène à cette question. Tous ceux qui souffrent n'en arrivent pas là. Certaines personnes passent des décennies dans le même cycle, toujours tournées vers l'extérieur, toujours à blâmer les autres, toujours à attendre la prochaine bonne personne. D'autres s'arrêtent à un moment donné. Elles se tournent vers l'intérieur. J'ai aussi un rôle à jouer dans cette histoire. Je ne suis pas qu'une victime. À cet instant précis, tout change. Aujourd'hui, nous allons parler de cet instant. Une vérité que Carl Jung a comprise il y a des années, mais que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer. Elle n'est pas réconfortante. Elle est même un peu déstabilisante, car elle nous place au centre de nos vies, à la fois comme source du problème et comme solution. Les personnes qui entrent dans votre vie et vous marquent profondément, celles qui vous influencent le plus, les avez-vous choisies uniquement pour ces raisons superficielles? Ou y avait-il autre chose? Un sentiment difficile à décrire, mais bien réel. Une familiarité, comme si vous aviez déjà vu cette personne, sans pouvoir vous souvenir précisément où. Carl Jung s'est longuement penché sur ce sentiment. Il s'est demandé d'où venait cette impression de familiarité. Et la réponse qu'il a trouvée était à la fois frappante et étrangement logique. Ce qui nous est le plus familier, ce sont les choses que nous avons apprises dans l'enfance, ce que nous avons vu, ce que nous avons ressenti, non pas consciemment, mais profondément ancré en nous, gravé dans notre corps. C'est quelque chose que nous avons appris enfant, non pas comme une leçon, pas par les mots, mais par le ressenti, par l'expérience. Par exemple, si l'on doit faire quelque chose pour être aimé, si attirer l'attention n'est possible qu'à travers des moments difficiles, si les liens les plus forts se tissent dans l'incertitude ou une tension intense, qu'est-ce qui nous devient familier en grandissant? L'intensité, la tension, l'incertitude. Les personnes qui, à la fois, nous attirent et nous repoussent. Lorsqu'une personne calme, stable et fiable entre dans notre vie, nous pouvons ressentir un étrange vide intérieur. Nous pourrions dire « c'est tellement ennuyeux ». Il manque quelque chose. Nous pourrions même passer notre chemin sans lui donner sa chance. Ce sentiment, cette impression de manque, est un indice important. Nous verrons de quel indice il s'agit un peu plus tard. Il est essentiel de comprendre comment Carl Jung a expliqué ce cycle, parce qu'il ne le considérait ni comme un malheur, ni comme une faiblesse de caractère. À ses yeux, ce cycle était la manifestation extérieure d'un problème que nous n'avions pas encore affronté en nous. On ne peut démêler un nœud inextricable les yeux fermés. Avez-vous remarqué quelque chose? Vous avez cliqué sur cette vidéo. Le titre vous a interpellé. La question « Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mauvaises personnes dans ma vie ?» vous a touché. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que quelque chose est prêt. Poser cette question
La plupart des gens ne le font jamais. La plupart des gens parlent de malchance tout au long de leur vie. La mauvaise ville, le mauvais environnement, la mauvaise époque. Ils ne se tournent jamais vers l'intérieur. Vous, si. Et ce n'est pas rien. Vous verrez où cette introspection vous mènera un peu plus tard. Carl Jung considérait les êtres humains comme bien plus complexes que ce que l'on perçoit au premier abord. Autrement dit, notre conscience ne représente qu'une infime partie de notre monde intérieur, à l'image d'un iceberg. Nous ne voyons que la partie émergée, la véritable masse immergée, cachée dans l'obscurité silencieuse. Qu'est-ce donc que ce monde sous-marin? Jung l'appelait l'inconscient. Ne vous laissez pas effrayer par ce mot, ne le transformez pas immédiatement en un concept abstrait. L'inconscient est en réalité quelque chose de très concret, des expériences non traitées, des émotions que nous craignons de ressentir, des traits de caractère que nous refusons de reconnaître en nous. Ces éléments ne disparaissent pas, ils s'enfoncent simplement dans la réalité. Ils deviennent invisibles, mais non inactifs. Ils nous attirent silencieusement. Selon Carl Jung, les éléments refoulés dans l'inconscient nous attirent vers certaines personnes du monde extérieur. C'est comme si les parties refoulées en nous trouvaient quelque chose de similaire à l'extérieur. Elles le reconnaissent. Elles s'y accrochent. C'est ce qu'on appelle la projection. La projection signifie que nous percevons chez l'autre un sentiment ou un trait de caractère dont nous n'avons pas conscience en nous-mêmes. Nous développons une réaction inhabituellement forte envers cette personne. Parfois, une profonde attirance. Parfois, une colère féroce. Dans les deux cas, l'émotion est trop forte, trop intense. Car cette personne fait remonter quelque chose à la surface, quelque chose qui vient de l'intérieur. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui ne maîtrisait pas sa colère? Quelqu'un qui vous a emporté comme un torrent de rage, mais qui vous a ensuite fait culpabiliser? Et vous étiez à la fois attiré par cette personne et vouliez prendre vos distances. Carl Jung pose la question. Peut-on vraiment se mettre en colère? Suffisamment pour se fixer des limites? Suffisamment pour dire non? Ou bien passons-nous nos journées à refouler notre colère en silence? Car la colère refoulée trouve une caricature d'elle-même à l'extérieur. Une personne qui garde sa colère enfouie est attirée par une personne en proie à une colère incontrôlable. Dans cette relation, chacun apprend à se connaître et ne comprend pas ce qui se passe. Ils se sentent proches, mais ne peuvent expliquer pourquoi ils sont si affectés. Cela ne se produit pas seulement avec la colère, cela fonctionne aussi avec les besoins refoulés. Si paraître dépendant était dangereux dans votre jeunesse, si le besoin d'aide vous faisait paraître faible, avec le temps, vous finissez par vous convaincre. Je n'ai besoin de rien. Je suis forte. Je peux me débrouiller seule. Cette croyance est inconsciente, mais profondément ancrée en vous. Que se passe-t-il à l'âge adulte? Lorsqu'une personne fragile, dépendante, a besoin d'aide, entre dans votre vie, vous la trouvez intéressante, attirante. Vous avez envie de la prendre sous votre aile. Pourquoi? Parce que vous vivez à travers elle vos propres besoins refoulés. Ce que vous lui offrez, c'est en réalité quelque chose que vous auriez voulu vous offrir vous-même, mais que vous n'avez pas pu. Cette relation ne vous nourrit pas. Au bout d'un moment, elle vous épuise, car une voix intérieure dit « Cette relation est instable », tandis qu'une autre dit « Mais je ne peux pas la laisser partir ». Ce conflit vous attire autant qu'il vous détruit. Vous vous emprisonnez et vous vous épuisez lentement. Carl Jung a observé cette dynamique et a dit « Si vous aimez ou détestez quelqu'un intensément sans raison, vous devez arrêter, car il y a un indice au cœur de cette émotion intense. Cet indice ne les décrit pas, il vous décrit. Vous n'êtes pas condamné à subir les apparences. Lorsque vous comprenez ce qui se passe en vous, votre perception du monde extérieur change. Votre rapport au monde familier évolue. Ce qui vous affecte change. Vous commencez à distinguer les attirances authentiques des simples échos d'un sentiment ancien. Pour cela, il faut creuser plus profondément. Car ce que nous refoulons ne reste pas à la surface. Il faut creuser un peu pour le trouver. Nous parlerons plus tard de ce que vous découvrirez en creusant. Mais la projection ne fonctionne-t-elle que dans les relations amoureuses? Non. Ce même mécanisme est à l'œuvre dans les amitiés, au travail et même en famille. Si vous avez travaillé pendant des années avec un patron qui vous rabaissait constamment, demandez-vous, avez-vous déjà été rabaissé auparavant? Avez-vous grandi dans un environnement où votre présence était ignorée si vous ne preniez pas la parole? Une fois ce mécanisme identifié, il est possible d'en retrouver les traces partout. Réfléchissez-y. Vous dites consciemment, je veux quelqu'un de fiable, constant, honnête, quelqu'un qui me comprenne vraiment. C'est un désir sincère, et vous souhaitez vraiment avoir une telle personne.
Mais votre subconscient sait autre chose. Il sait quand il vous éveille. Il sait quel moment éveille quelque chose en vous. Ce moment n'est souvent pas avec une personne fiable et calme. C'est avec une personne distante, incertaine, quelqu'un qui vous attire et vous repousse à la fois. Pourquoi nos désirs conscients et nos attirances subconscientes divergent-ils autant? Parce que notre subconscient trouve le familier rassurant, même la douleur familière, surtout la douleur familière. Parce que familier signifie connu, nous pouvons prédire ce qui va arriver dans le connu. L'esprit humain craint bien plus l'inconnu, même plus que la douleur. Les personnes qui entrent dans nos vies et nous épuisent le plus sont aussi celles qui nous semblent les plus familières. Cette familiarité ressemble à de l'amour. Elle vous fait même penser « c'est réel, les autres sont faux ». Une fois que vous comprenez cela, vous commencez à regarder vos relations passées différemment. Il y a quelque chose d'étrange qui se dégage. Bien que ces personnes semblent très différentes les unes des autres, la tonalité émotionnelle de leurs relations est souvent la même. L'attirance intense des débuts, l'incertitude ou l'insécurité qui surgit au milieu, la déception et le « encore » qui persistent à la fin. Le scénario change, mais l'émotion demeure. Les acteurs changent, mais la pièce reste la même. Alors qui écrit cette pièce? La réponse de Carl Jung était claire. Notre passé. Par passé, il n'entend pas les souvenirs dont nous nous rappelons. C'est plus complexe. Il s'agit de ce dont nous ne nous souvenons pas, mais que nous continuons de ressentir. Des choses qui s'impriment sur notre corps et nos émotions dès notre plus jeune âge, avant même que nous apprenions à parler. Imaginez un enfant. Son père ou sa mère est imprévisible, tantôt très chaleureuse, tantôt très distante, tantôt compréhensif, tantôt indifférent. Qu'apprend cet enfant? L'amour est indissociable de l'inconstance. L'attachement est possible malgré l'incertitude. Il faut constamment s'efforcer, constamment rattraper le temps perdu pour être sûr de la présence de l'autre. Cet apprentissage est inconscient. L'enfant ne dit pas « voilà ce qu'est l'amour ». Il le ressent, tout simplement. Ce sentiment devient normal pour lui. En grandissant, on prend conscience de soi-même face à une personne au comportement ambigu, agitée mais familière, épuisante mais connue. Une personne calme, constante, fiable, paraît étrange. C'est comme si quelque chose clochait, comme s'il manquait quelque chose. Comprendre cette dynamique permet de répondre à la question « Pourquoi les gens bien semblent-ils ennuyeux ?» Parce que cette personne est inoffensive. L'innocuité ne déclenche pas d'anciennes alarmes en nous. Pas d'adrénaline, pas de tension familière, pas de question « Vont-ils me perdre cette fois ?» Notre subconscient interprète cette absence non comme un danger, mais comme de l'ennui. Aucune vieille blessure ne se rouvre. Maintenant, demandez-vous, quelle était la tonalité émotionnelle des relations qui m'ont le plus attiré? Était-elle calme, paisible, ou intense, complexe? Une émotion qui a éveillé quelque chose en moi. Si votre réponse est la seconde option, ce n'est pas une accusation. C'est une porte ouverte sur la prise de conscience. Parce que vous pouvez interpréter cette agitation comme une forme de vibration. Vous pouvez vous dire « voilà ce qu'est le véritable amour ». En réalité, ce sentiment est lié à une vieille blessure, une blessure apprise dans l'enfance. Vous n'arrivez pas à vous en détacher, car vous ressentez encore le besoin de la guérir. Vous essayez de renouer avec de nouvelles personnes. Et cette réparation est sans fin, car elle est recherchée au mauvais endroit. Prendre conscience de cela peut bouleverser votre vie à un moment donné. Car il faut changer la question. Non pas « pourquoi cette personne m'a-t-elle quitté ?» mais « qu'ai-je reconnu chez cette personne ?» et « pourquoi cette familiarité m'a-t-elle attiré ?» Car il ne suffit pas de simplement reconnaître un cycle aussi profondément ancré. Reconnaître ce schéma n'est pas le plus difficile. Le plus difficile est de continuer à y être attiré et après l'avoir reconnu. C'est très courant. Presque tout le monde le vit. Vous vous dites « maintenant je comprends. Ce n'est pas bon pour moi. » Et cette personne envoie un message et votre téléphone vibre. Cette sensation familière revient. Vous mettez de côté toute compréhension et vous agissez. Ce n'est pas de la faiblesse. Le savoir ne l'emporte pas toujours sur le sentiment. Même si votre esprit sait quelque chose, votre corps se souvient d'autre chose. Le cerveau peut résister au changement, mais le corps connaît très bien le passé. Jung parle ici de patience. Prendre conscience de quelque chose en soi ne le transforme pas instantanément. Voir n'est que le début. Ensuite, il faut apprendre à accueillir ce sentiment, sans le fuir, sans le justifier ni le refouler. La prochaine fois que cette attirance familière se manifeste, contentez-vous de la remarquer.
Dites-vous, ce sentiment vient du passé. Vous n'avez rien à faire immédiatement. Le simple fait de le remarquer réduit progressivement son emprise sur vous. On croit souvent que si nous attirons les mauvaises personnes dans nos vies, c'est parce que nous ne nous apprécions pas assez. Aime-toi davantage, et les bonnes personnes viendront à toi. Fixe des limites, et les mauvaises resteront à distance. Ces paroles ont été répétées des millions de fois. Du point de vue de Carl Jung, cette idée est incomplète, voire nuisible. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons « apprécie-toi », la plupart d'entre nous font référence à un choix conscient. Réfléchir, décider, s'apprécier, comme si l'on pouvait prendre une décision dès le réveil. À partir d'aujourd'hui, je m'apprécie, et avec cette décision, les bonnes personnes entreront dans nos vies et les mauvaises s'en iront. Cela ne fonctionne pas. Vous avez probablement déjà essayé. La plupart d'entre nous l'avons fait. Vous fixez des limites. Et puis, on retombe sur les mêmes types de personnes. Vous vous dites « aime-toi un peu plus ». Et le même cycle se répète. Au bout d'un moment, vous considérez que cela ne fonctionne pas comme un échec personnel. Alors vous vous dites « je ne m'aime toujours pas assez ». Et c'est là que le cercle vicieux s'aggrave. Car désormais, en plus des relations toxiques, s'ajoute un sentiment d'inadéquation. Carl Jung nous dit autre chose. Le problème n'est pas l'estime que vous vous portez, mais ce dont vous n'avez pas conscience en vous. Ces deux choses sont très différentes. On pourrait dire « ayez confiance en vous ». L'estime est aussi un sentiment acquis. Mais si la croyance « je ne suis pas digne d'être aimé » est profondément ancrée en vous, une version de cette croyance que vous gardez enfouie dans votre inconscient, comment peut-on vraiment dire « ayez confiance en vous » ? Cette croyance n'est pas à fleur de peau, elle ne s'exprime pas par les mots. Elle est ailleurs. Prenons deux personnes. Toutes deux ont décidé « je vais désormais m'apprécier, je vais poser des limites ». Mais l'une croit au fond d'elle-même qu'il faut s'efforcer d'être aimé. L'autre non. La première personne aborde la vie avec cette décision. Pourtant, elle rencontre quelqu'un de distant, d'incertain, quelqu'un qui la pousse constamment à faire ses preuves. Un sentiment familier se réveille en elle. Cette fois, elle se dit « je vais le remarquer et passer à autre chose ». Mais cette familiarité les retient. Au bout d'un moment, ils se retrouvent au point de départ. Et ils se posent à nouveau la même question. La seconde personne, cependant, n'a souvent même pas besoin de poser de limites, car le sentiment qui la ramène à son point de départ est moins fort. Quelque chose a changé en elle, et le monde extérieur change aussi. Quelle est la différence? L'une a pris une décision mentalement, l'autre a perçu une réalité en elle-même. C'est ce que disait Carl Jung. L'acte de voir précède l'acte de décider. L'acte de voir est bien plus difficile, car pour voir, il faut regarder les choses dans l'obscurité, dans ce qui est inconfortable, les aspects de nous-mêmes que nous trouvons laids, les sentiments que nous considérons comme des faiblesses, les besoins dont nous avons honte. Ajoutons ceci, cette approche ne vous culpabilise pas. Absolument pas. Elle ne dit pas « ce cycle est de votre faute, faites plus d'efforts ». Elle dit « vous n'agissez pas ainsi intentionnellement. Ce qui semble être un choix est en réalité un sentiment automatique. Et modifier ces sentiments automatiques ne se fait pas en prenant une décision, cela se produit en les observant, en les comprenant et en les intériorisant progressivement. Il ne s'agit pas de rejeter l'expression « s'apprécier », mais d'en élargir le sens. S'apprécier véritablement, c'est se confronter à soi-même. C'est observer ce qui se passe en soi, où nos sentiments nous mènent. Percevoir ce cycle comme « ma faute » est écrasant. Mais le percevoir comme la manifestation extérieure de quelque chose qui vient de moi est source de force. Car on comprend bien mieux ce qui se passe en soi que ce qui vient de l'extérieur. Et l'on peut changer ce que l'on comprend. L'idée d'estime de soi pose un autre problème. Elle se transforme souvent en performance. Autrement dit, on se met à agir comme si l'on s'appréciait. On parle comme si l'on posait des limites. Mais intérieurement, ce vieux sentiment est toujours là. Les autres le ressentent. L'autre personne ne le remarque pas toujours consciemment. Elle le perçoit d'inconsciemment. Elle ne voit pas l'épaisseur de nos murs, mais notre fragilité. Car la véritable force ne réside pas dans la capacité à dire « non », mais dans le poids de ce que l'on porte en soi. Alors, que faire? La réponse de Carl Jung est la suivante. Non pas la performance, mais la connaissance de soi. Apprendre à se connaître. S'asseoir et observer ses émotions difficiles sans jugement. Se demander « pourquoi ai-je besoin d'autant d'approbation? Pourquoi éprouve-je un tel besoin d'être aimé ?» Ces questions peuvent paraître embarrassantes, car elles nous empêchent de paraître exceptionnels. Paraître exceptionnel,
et être véritablement fort sont deux choses différentes. On ne perçoit cette différence qu'en se tournant vers l'intérieur. Cette introspection peut être le véritable sens de l'expression « estime de soi ». Après avoir vu cette vidéo, quelque chose devrait changer dans votre vie. Pas une action, mais une perspective. Vous êtes en couple, que ce soit dans une relation ancienne ou actuelle. À un moment donné, un sentiment fort s'éveille en vous. Peut-être trouvez-vous quelqu'un très attirant. Peut-être que quelqu'un vous irrite profondément. Peut-être que quelqu'un vous fascine autant qu'il vous épuise. Que dit votre vieille habitude? Il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Ou cette personne est parfaite, je ne suis pas assez bien. Deux extrêmes. Les deux vous laissent au même point. Vous cherchez une réponse à l'extérieur. Que dit la nouvelle perspective? Qu'est-ce qui, chez cette personne, suscite un sentiment si fort en moi? Et que me dit ce sentiment? Cela peut paraître un petit changement, mais son impact est immense. Car désormais, chaque relation qui vous touche profondément devient une opportunité, non pas un fardeau, mais une source de connaissance. Une lumière s'est allumée sur quelque chose en vous que vous n'aviez pas encore reconnu. Pensez à un nom, du passé ou du présent. La personne qui vous affecte vous irrite ou vous attire le plus. Demandez-vous, qu'est-ce qui, chez cette personne, m'affecte autant? Est-ce que je reconnais cette qualité en moi? Sinon, pourquoi? Par exemple, si vous êtes submergé par quelqu'un qui cherche constamment à être au top et qui est incapable de dire non, quand êtes-vous vraiment capable de dire non? Pour votre temps, pour vos besoins ou inversement? Si quelqu'un qui se met constamment en avant et réclame votre attention vous agace, pouvez-vous exprimer vos propres besoins? Cet exercice n'est pas une question de blâme, mais de prise de conscience. Car ce que nous reconnaissons en nous-mêmes nous pèse moins. Ce que vous voyez n'a pas autant d'emprise sur vous. Carl Jung disait « Moins vous connaissez votre moi intérieur, plus le monde extérieur vous domine. » L'inverse est également vrai. Plus vous connaissez votre moi intérieur, plus votre vision du monde extérieur devient claire. Qui vous épuise? Qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous attire? Et pourquoi? Quelle relation est une connexion authentique, laquelle n'est que l'écho d'un sentiment ancien? Cette prise de conscience n'est pas une formule magique qui vous entoure de personnes parfaites. Parfois, des personnes toxiques croisent encore votre chemin. Désormais, vous les remarquez plus rapidement. Vous vous dites « Ce sentiment m'est familier. Cela me rappelle mon passé. » Cette prise de conscience vous offre davantage de possibilités. Vous n'êtes plus en pilotage automatique. J'aimerais ajouter une chose. Ce processus d'introspection ne consiste pas à se battre contre soi-même. Il s'agit de s'asseoir avec soi-même, d'être curieux de soi-même, de se poser la question « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» sans jugement. Vous n'avez pas besoin de trouver la réponse immédiatement. Le simple fait de se poser la question amorce un changement. Carl Jung disait que ce que l'on découvre en regardant à l'intérieur de soi peut nous effrayer. Des sentiments que l'on refuse d'accepter, des pulsions dont on a honte, des besoins que l'on considère comme des faiblesses. Plus vous évitez cette confrontation, plus ces mêmes choses continueront à apparaître à l'extérieur, sous des visages différents, avec des noms différents, mais avec le même sentiment. Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez regarder. Ce regard apporte une clarté incomparable. Que change-t-il lorsque vous abordez la vie avec cette clarté? Beaucoup de choses. Dans une relation, vous perdez-vous ou vous retrouvez-vous? En présence de quelqu'un, êtes-vous moins ou plus présent? En commençant à vous poser ces questions, vous percevez le cycle que vous êtes en train de briser. Ce son ne vient pas de l'extérieur. En vous posant ces questions, vous faites le premier pas vers la libération de ce cycle. Il existe un moyen d'intégrer cette conscience dans votre vie. Ce n'est pas difficile, mais cela demande de la constance. Demandez-vous régulièrement comment vous vous sentiez dans une relation. Vous sentiez-vous plus énergique ou plus fatigué en leur compagnie? Vous rapprochait-il de vous-même ou vous en éloignait-il? Étiez-vous honnête avec eux ou cachiez-vous toujours des choses? Ces questions ne font pas de vous un juge, elles vous rendent conscient. Avec le temps, vous commencez à le constater. Certaines personnes vous aident à grandir. Vous vous sentez plus lucide après avoir discuté avec elles. D'autres vous diminuent. Après chaque rencontre, un poids demeure en vous. Ce poids ou cette légèreté est une donnée précieuse. Ne l'ignorez pas. Au cœur de l'enseignement de Carl Jung se trouve cette idée. Votre vie est le reflet de votre être intérieur. Ce n'est pas le destin, c'est une carte. Apprendre à la déchiffrer vous permet de maîtriser votre propre destin. Vous trouvez votre chemin en vous regardant vous-même, et non chez les autres.
Tout commence par de petits pas. Une question, une prise de conscience, un moment de « stop, pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» Ces moments s'accumulent et transforment votre vie. Nous avons parcouru un long chemin. Te souviens-tu de notre point de départ? Nous nous demandions « pourquoi est-ce que je choisis toujours les mauvaises personnes ?» Au premier abord, cela semblait être une question de hasard. Puis c'est devenu un cycle. Puis le reflet de sentiments refoulés. Puis, nous sommes remontés à l'enfance, aux émotions acquises, à la perception de la familiarité comme un refuge. À chaque étape, nous avons exploré un peu plus profondément en nous-mêmes. Et maintenant, nous voici à la fin de la vidéo. Ce cheminement est différent pour chacun. Pour certains, cette prise de conscience survient soudainement, au beau milieu d'une relation ou lors d'une nuit paisible. Pour d'autres, elle s'installe lentement, au fil des années. Parfois, comprendre les choses suffit à amorcer le changement, car comprendre, c'est déjà s'engager. L'une des idées fondamentales que Carl Jung a exprimées tout au long de sa vie est la suivante. Faire la paix avec soi-même commence par ne pas fuir sa propre personne. Et par « fuir », il n'entend pas seulement une fuite physique, fuir les sensations, fuir la vue, fuir la connaissance. Même être occupé est parfois une forme de fuite. Un agenda toujours surchargé, un écran allumé pour combler le silence, des conversations superficielles à n'en plus finir. Tout cela n'a qu'une seule fonction, éviter l'introspection. Aujourd'hui, nous avons fait une pause, nous avons regardé autour de nous, et peut être que quelque chose s'est réveillé en vous. Peut être qu'un vieux sentiment a refait surface. Peut être avez-vous perçu une relation ou une personne différemment. Peut être avez-vous découvert en vous quelque chose que vous refusiez d'admettre. C'est suffisant, inutile de prendre de grandes décisions, inutile de tout résoudre demain. Contentez-vous de noter ces frémissements. Remarquez simplement leur présence, car ce que l'on remarque nous entraîne moins. Le pilote automatique ne fonctionne plus. Observez le schéma relationnel le plus récurrent dans votre vie. Dans ce schéma, on retrouve toujours la même émotion. Peut être la déception, peut être l'abandon, peut être le sentiment d'invisibilité, peut être ce besoin constant de faire ses preuves. Pensez à cette émotion et demandez-vous « quand ai-je ressenti cette émotion pour la première fois ?» Où, avec qui, quel âge avais-je? N'écrivez pas votre réponse ici. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Asseyez-vous simplement quelque part et posez-vous la question. Peut-être devriez-vous l'écrire sur un bout de papier ou simplement le garder sur vous. Car certaines questions sont faites pour être vécues, pas pour avoir des réponses. Même les garder pour soi commence à apaiser les choses. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec une amie. Peut-être est-il, elle prête à se poser la même question. Nous attendons vos commentaires. Quel est le schéma relationnel le plus récurrent dans votre vie? Même une seule phrase suffit. Nous la lisons vraiment. Parfois, une phrase écrite par quelqu'un d'autre nous aide à mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton ci-dessous. Nous continuons à créer ce genre de vidéos. Sur cette chaîne, nous expliquons les enseignements de Carl Jung. Notre objectif est de rendre ces idées accessibles et compréhensibles, même en buvant votre café du matin. Transformer des concepts complexes en quelque chose qui a un équivalent concret dans la vie de tous les jours. Si cette vidéo vous a touché, notez-le, même une seule phrase. Votre esprit continuera à explorer ce sujet. Pendant votre sommeil, en marchant, dès que quelqu'un vous dit quelque chose s'éveillera en vous. Et lorsque vous ressentez cet éveil, partagez-le ici. Laissez un commentaire. Nous sommes là pour vous lire. Car parfois, une simple phrase d'un inconnu met des mots sur ce qui nous habite depuis des années. Abonnez-vous, activez les notifications. Cette vidéo marque la fin de notre série. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.